Bonjour à toutes et à tous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, John Steinbeck est journaliste de guerre, mais il ne cesse pas moins d'être un écrivain de lutte. L'Europe est occupée et la résistance des peuples, idée essentielle chez Steinbeck, est plus que jamais nécessaire. Lune noire n'est en réalité nul autre qu'un court roman, à peine 160 pages en format poche, manifeste de résistance destiné avant tout au peuple occupé. Bien sûr, les nazis ne laissèrent pas publier le roman en Europe, mais en revanche, les maisons d'édition affiliées à la résistance ne se privèrent pas pour le faire circuler sous le manteau. Une pratique qui, symboliquement, s'inscrit dans le point de vue développé par Steinbeck dans le livre, où il affirme que conquérir un territoire n'est pas conquérir un peuple, et que ceux-ci, même sous la menace des armes, ne peuvent jamais être brisés. L'histoire se déroule dans une ville du nord de l'Europe, probablement en Norvège, et plus particulièrement dans une petite ville du bord de mer investie par les Allemands en raison de sa prolifique production de charbon. La ville est occupée par les Allemands, dirigée par le colonel Lancer et aidée par le travail préparatoire de Corel, un habitant du coin. Les profils de ces occupants sont divers. Lancer est un vieux gradé pessimiste, un vétéran de la Grande Guerre, sachant pertinemment que sa mission ne sera pas des plus évidentes, malgré l'apparente tranquillité de la petite ville. Il y a aussi, entre autres, le commandant Hunter, ingénieur besogneux, le capitaine Loft, un jeune idéaliste hitlérien, ainsi que les lieutenants Tonder et Prakel, deux jeunes soldats romantiques sans grande formation de terrain. Dans le camp des civils se trouve le maire Orden, son ami le docteur Winter, sa cuisinière Annie, son majordome Joseph, ainsi que Molly Morden, veuve du premier fusillé. Un village perdu au fin fond de l'Est de l'Europe se trouve envahi par les nazis en raison d'une ressource, le charbon, dont le Troisième Reich a besoin. La vie des villageois va être modifiée en profondeur, alors même que la jeune génération n'a encore jamais été confrontée à la guerre. C'est pourtant une solidarité sourde et silencieuse qui va s'installer tant entre jeunes et aînés qu'entre hommes, femmes et enfants. D'abord passive, la population va devenir active dans sa résistance face à l'envahisseur, tandis que les Allemands passeront du statut de conquérant à celui de harcelé. C'est une partie d'une histoire dans l'histoire, qui raconte un chamboulement de vie où la véritable part d'humanité est mise en lumière, qu'elle émane des tripes ou non. L'envahisseur nazi, dirigé par le colonel Lancer, prend possession de ce village perdu avec l'aide d'un traître, M. Corel, commerçant du village qui soutient les idées du Troisième Reich. La troupe allemande est composée du commandant Hunter, homme déconnecté de la réalité des événements qui rationalise tout, du capitaine Bentinck, au style anglais, du capitaine Loft, pur militaire façonné comme tel, persuadé que son uniforme lui confère un pouvoir divin, et des lieutenants Prakel et Tonder, des étudiants séduits par l'idéologie nazie, assez simples d'esprit. Les villageois sont nombreux et restent dans l'ombre. Cependant, ils sont représentés par le vieux maire, M. Orden, et son acolyte, le Dr. Winter. Ils sont soutenus par Madame, la femme du maire, et les employés de l'hôtel de ville, qui devient le quartier général des nazis. Joseph, le majordome effacé, et Annie, la cuisinière colérique, seront les liens entre Orden, Winter et les villageois. Au début de l'arrivée des Allemands, les villageois sont estomaqués et ne mesurent pas encore toutes les conséquences de la présence ennemie. Malheureusement, il faudra attendre une bagarre entre un mineur, Alexander Morden, et un Allemand, conduisant à la mort de Bentinck, qui s'était interposé entre les deux hommes pour que les villageois prennent conscience de ce que signifie être envahi. Jugé, selon les règles nazies, Alexander Morden est fusillé et laisse une jeune veuve, Molly Morden. Ce fait, anodin pour les Allemands, va pourtant signer le début d'une rébellion pacifiste, patiente, insidieuse, qui rejette l'autorité allemande. La résistance vue par Steinbeck n'est pas une résistance planifiée, organisée en brigade avec un commandement clair. Elle se trouve réduite à l'échelle du village et se montre inhérente à chaque habitant.
Bien que ne disposant pas tout de suite d'armes à feu et d'explosifs, les habitants, après une courte période d'hébétude, entrent très vite en résistance. Celle-ci est une action liée au sentiment de liberté. On peut conquérir un territoire, mais on ne peut pas vaincre une population. Pas besoin de faire sauter une voie ferrée. Contrairement à l'usage des œuvres de guerre, Steinbeck ne montre pas les Allemands sous leurs aspects doctrinaires hystériques. Derrière les uniformes se cachent des hommes, loin de chez eux, loin de la description des surhommes ariens, des hommes avec des sentiments et des besoins humains. Telle est leur principale faiblesse, que le maire Ordin et ses concitoyens ne se forceront même pas à exploiter, tant le processus naît de façon naturelle, sans concertation. L'ennemi sera mentalement isolé, et dans son occupation quotidienne, il ne rencontrera que le mépris, que la haine passive. Aucun lien humain ne se crée entre les Allemands et le peuple asservi, et cet isolement poussera les soldats les plus fragiles au bord de la dépression. Pas de femmes, pas d'amis, seul subsiste l'ordre militaire de leur régiment. À l'isolement succède aussi la peur de ces gens sans armes, faisant ressentir au conquérant qu'il n'est pas chez lui, qu'il ne le sera jamais, et qu'il doit se méfier de tout le monde. Assassiner de l'Allemand n'est pas une tâche prioritaire, mais c'est, cela dit, une réaction naturelle aux provocations, aux ordres illégitimes. Le mari de Molly Morden sera le premier à assassiner un Allemand. Il sera le premier fusillé et ne sera pas le dernier. Mais à chaque nouveau meurtre, la haine ne fait que s'intensifier, rendant invivable la vie de ces soldats allemands. Le peuple n'a même pas besoin de chef, tant sa résistance est inscrite en lui. Steinbeck ne cède jamais à l'action, se contentant de dévoiler l'évolution psychologique des envahisseurs au fil du temps qui passe. Tous les chapitres sont structurés de la même façon. D'abord une description globale de l'état de la ville, puis les réactions des personnages. Tandis que la peur gagne les Allemands et les pousse à fusiller à tout va, la froide détermination des citadins asservis s'accroît. Du début à la fin, les événements du livre apparaissent d'une logique implacable. Même lorsque les Anglais feront parachuter des explosifs, le rythme ne s'emballera pas, et le roman restera très calme, très posé, à l'instar des résistants. Là aussi, cela s'inscrit dans une progression logique. Steinbeck fait ouvertement référence aux écrits de Socrate, décrivant ce sentiment de résistance inéluctable. « Je vous prophétise, à vous qui êtes mes meurtriers, qu'aussitôt après mon départ, un châtiment beaucoup plus sévère que celui que vous m'infligez vous attendra sûrement. » Occuper un pays n'est pas propre à la Seconde Guerre mondiale, et si celle-ci est clairement mentionnée pour la forme, référence au Führer, à l'endoctrinement des soldats allemands à qui l'on promettait d'être accueillis par des rues fleuries, le livre de Steinbeck dépasse de loin ce simple cadre pour faire office de manifeste des peuples asservis. La nature humaine va dans leur sens, avec ce légitime besoin de liberté que ne sauraient faire taire les armes. Bien au contraire. Dépourvu de liens humains, l'ennemi s'effondre, panique et ne sait que fusiller, renforçant la haine à son égard. C'est dès le départ ce que sait l'expérimenté colonel Lancer, qui tente autant que faire se peut de préserver la fierté des Norvégiens. Mais les ordres d'en haut, coupés du terrain, sont formels et ne tiennent pas compte de la réalité humaine, tant des occupés que des occupants. Une constante dans l'histoire des occupations. Les vagues de décolonisation suivant la fin de la guerre n'en sont que d'autres exemples. C'est précisément grâce à ce côté généraliste sur l'histoire que Lune Noire dépasse son statut d'excellent roman de Seconde Guerre mondiale pour devenir une œuvre aussi forte que Les raisins de la colère. Steinbeck y exprime sa foi envers les peuples dont les volontés ne peuvent jamais être écrasées et qui, bien plus que les événements historiques artificiels, tels que les guerres, sont les vrais rédacteurs de l'histoire. Un excellent Steinbeck, toujours avec une grande finesse d'analyse du caractère de ses personnages. Ici, nous nous retrouvons face à 3 personnages principaux, pris dans le même contexte dramatique, la guerre et l'occupation,
mais chacun ayant une idéologie et des objectifs fondamentalement opposés. Un village scandinave, ayant échappé jusque-là au concret de la guerre, se retrouve trahi par l'un des siens. Comme le souligne ironiquement Steinbeck, Monsieur Corel, le commerçant si populaire. Organisant un concours de tir, il éloigne les troupes de la ville et y favorise donc l'entrée des adversaires et son occupation. Il espère ensuite tirer profit de sa collaboration en étant élu maire à la place de celui en poste, le maire Orden. Celui-ci refuse de parler au nom de son peuple, défend son droit à la résistance et son goût de liberté, et s'adresse ainsi à l'occupant. « Monsieur, je suis l'un des leurs, et pourtant je ne sais ce qu'ils vont faire. Peut-être le savez-vous. Peut-être est-ce que ce sera quelque chose de très différent de ce que vous pensez ou de ce que nous pensons. Certaines populations acceptent les chefs qu'on leur impose et elles leur obéissent. Mais mes concitoyens m'ont élu. Ils m'ont fait et peuvent me défaire. Peut-être le feront-ils s'ils s'imaginent que je me suis rallié à vous. Je ne sais vraiment pas. » Son opposant, le colonel nazi Lancer, a déjà connu l'expérience de l'occupation, 20 ans auparavant, et même s'il en a vérifié l'horreur et l'échec, il s'efforce juste de penser et d'agir en soldat, de faire appliquer les ordres sans y faire interférer sa conscience personnelle. Autour de ces personnages gravite le médecin du village, qui appuiera le maire dans sa résistance, et l'état-major du colonel, jouant à la guerre comme les enfants jouent à saute-mouton. C'est une bataille psychologique qui se joue entre les occupés et les occupants. Une guerre des nerfs dans le vase clos qu'est ce village isolé de tout, où les envahisseurs vont peu à peu se retrouver complètement isolés par une haine silencieuse, eux qui espéraient être accueillis en sauveurs. Le roman atteint son apogée quand, pour briser la rébellion, le colonel décide d'user de la force et que les condamnés évoquent l'apologie de Socrate, se taquinant sur leur défaillance dans sa traduction quand ils étaient sur les bancs de l'école. Avec sa plume descriptive et précise, Steinbeck fait mouche pour pointer les limites de l'autoritarisme, mais surtout il démontre l'incapacité pour une armée d'occuper un pays et d'asservir un peuple dans le calme. Ici, des femmes et des hommes libres dans leur tête acceptent les sacrifices, mais refusent de porter des chaînes. L'armée allemande est alors prise de doute. Le lecteur parvient à ressentir l'angoisse, la peur qui change de camp lorsque des personnes décident que dorénavant, les choses vont changer. Si l'on pense inévitablement à la Seconde Guerre mondiale, cette histoire a aussi des points communs avec les politiques de colonisation. On peut imaginer les mêmes ressorts, c'est-à-dire l'idée qu'un peuple occupé se bat toujours et qu'il n'y aura jamais de paix sans justice, pour parler de la résistance vietnamienne, algérienne, palestinienne. Il faut lire ou relire ce livre et le diffuser autour de nous pour rappeler que l'espoir est toujours permis, même face aux pires horreurs, du moment que l'on croit en ses convictions et que l'on se donne les moyens de se battre jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.